être précaire, toute sa carrière, on n'en veut pas, on va lutter. Il fut un temps, pas si éloigné que ça, où on avait en France quelques entreprises phares qui donnaient le ton en matière de négociation. Et quand, chez Renault ou ailleurs, on négociait quelques avancées méconnues ailleurs, ça faisait tache d'huile. C'est fini, ça. Il faut rappeler que Renault a failli crever au milieu des années 80. Et devant l'échec de la direction générale, le gouvernement de l'époque, j'étais directeur du cabinet du Premier ministre, a nommé à la tête de Renault Georges Besse. Et Georges Besse est arrivé et a prononcé une phrase qui, pour moi, était une rupture historique dans l'histoire de Renault. Il a dit « Notre métier, c'est tout simplement de gagner de l'argent en vendant des voitures de qualité et qui plaisent. » Ce qui était effectivement une révolution copernicienne par rapport au modèle de Pierre Dreyfus ou de Pierre Le Faucheux. Les phénomènes de mondialisation, on s'est trouvé face à des décisions des grands groupes brutales, des réductions d'effectifs drastiques. Je parle par exemple de Boussac, ces époques-là, Boussac où il y avait 32 000 salariés pour finir à 500 salariés, des hémorragies considérables. Et ce qui fait que la fédération s'est trouvée confrontée d'abord à lutter, et si possible, le plus fortement possible, et deuxièmement, à produire des contre-propositions. Chez nous, à la différence de partout ailleurs, la grève est une explosion de colère chez les non-syndiqués. Aucune confédération syndicale, aucune fédération syndicale ne peut donner un ordre de grève tout seul. Et quand ça se voit trop, regardez la SNCF ces jours derniers, la CGT a voulu marquer la pression. Elle voulait une grève générale non reconductible. Bon, ça a tenu 2 jours. Elle ne peut pas. Même la CGT ne peut pas. C'est formidable, cette démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des grèves qui éclatent dans ces conditions-là sont beaucoup plus difficiles à traiter d'un point de vue de négociation, puisqu'il n'y a pas de négociateur. Et vous avez aussi l'émergence de ce qu'on a appelé ici les coordinations, c'est-à-dire des structures de non-syndiqués qui se rassemblent, soi-disant pour consécuter ou remplacer des directions syndicales jugées faibles ou collaborationnistes de classe, enfin ce que vous voudrez, quoi. Je me souviendrai toujours, un des conflits, sûrement le plus violent que j'ai vu, c'était le conflit Roudière à La Blanais, dans une ville de 8000 personnes, où les 8000 personnes étaient avec les gens, parce qu'il y avait 2000 salariés. Bon, vous imaginez 2000 salariés dans un bled de 8000, l'usine ferme, c'est un drame, quoi. Je veux dire, alors c'est un drame. Tous les gens, les commerçants, tout le monde est avec vous parce qu'ils savent que si jamais l'usine elle y passe, c'est les services publics, tout va y passer après. Bon, bah, j'ai négocié, ça a duré 2 mois avec des blessés. Là, il y a eu des blessés. Le patron du groupe que j'ai sorti de sa bagnole en flammes. Les mecs avaient foutu le feu à sa bagnole et il n'arrivait pas à décrocher sa ceinture de sécurité. Donc, bon, ça c'est des trucs... Il y a des conflits que j'ai réglés, que j'ai soldés 3 ans, 4 ans après. Dans le conflit Roudière, il y a un type qui était un type pas... Il faisait son boulot, il était huissier. Vous savez, les huissiers dans un conflit... Quand ils arrivent, ils commencent à vous dire « Vous vous appelez comment ?» On lui répond « Henri Krasuki », ça commence comme ça. Et donc le type, il a fini dans une benne à ordures. Et le truc a tourné, et le mec était un peu esquinté, là. C'était pas dramatique, mais il était esquinté, puis il était surtout humilié, quoi. Et 2 ans, 3 ans après, j'avais des plaintes et tout. 3 ans, bon, j'ai fini par obtenir qu'il retire toutes ses plaintes contre les gars, etc. Alors, et ce conflit-là, par exemple, c'était une forme d'échec, parce que d'abord, il y avait eu du dégât, il y a eu des blessés, et puis
Et on n'a pas empêché, aujourd'hui il doit rester 400 personnes sur 2500 à l'époque. Je ne considère pas que c'est un succès, quoi. There's a fallacy that people carry with them, that the only way to mediate, or a role of the mediator, is somehow to balance the power between the parties. That's true and it's not true. It's true if we think about balancing the power inside of the arena, so that the owner of the company and the leader of the syndicate, the labor union, and the worker on the line, and the person who sweeps the floors, all right, can literally be in the same room with one another. You can balance their power in regards to their ability to reflect on the information they have, to reflect on their expertise that they have, because the floor sweeper has a greater expertise in what is needed to be able to keep that room safe and clean than the owner of the building does. To be able to allow for individuals' charismatic power to come forth, because that the line worker may be far more charismatic than the head of the labor union. To allow those different powers to intersect and balance one another. But it is a fantasy, though, if you think of it that you are somehow balancing the power that happens outside of the arena, because you can't. The mediation is over, that person still owns the company. That person still has to go and sweep the floors. So in that relative power, there's going to be an interaction. But each can leave the mediation with a sense of empowerment. And it is that idea that sits at the core of what constitutes a good negotiation, including the notion of empowerment to mean I feel more empowered that I can get what I want and need, and those people I represent can, and I am safer from a violent act. That's the hidden thing. That I'm leaving knowing that the chances of the violence, psychological or physical, has been reduced. And there's the equality, because the owner of the company wants to have that same empowerment that my company's safer, it's not going to be trashed, it won't be burned, and that violence won't take place. The line worker is able to say, I feel safer because I'm not going to be locked out of my business or out of my work source, and I am able to support the other people who work for me. So it's not the balancing of power that's as important as the notion of empowerment in terms of people.